Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Cinéma Grand Écran sur donc RCN 90.7 et en ce jour férié de mercredi 1er mai, nous allons donc commencer un nouveau cycle car on est en tout début de mois et ce sera un cycle assez long, hein. Forcément le mois de mai, on a donc 5 semaines en mercredi, donc forcément on va faire un cycle sur 4 émissions. Et pour faire 4 émissions, il faut quand même avoir un sujet, on va dire, assez vaste, je pense, n'est-ce pas Antoine ? Salut, comment tu vas ? Excellent, et vous, comment allez-vous ? Ça va, un peu engourdi, mais ça va. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Je ne reconnais plus personne. Comment je m'appelle ? Je sais. Ouais, bon, vous avez eu mon nom au tout début de l'émission, je me rappelle plus. Ouais, je suis fatigué. Non, il fallait trouver un sujet très vaste, et quel sujet ultra propice au cinéma, extrêmement vaste, qui prend tout le siècle, qui prend toute l'histoire du cinéma. Même. Tous les genres du cinéma. Toutes les nationalités. Absolument. Toutes les opinions. Toutes les idéologies. On peut en faire en bien ou en mal. On peut en faire ce que l'on veut de Exactement. Ce thème, c'est du pain béni. Nous parlons bien entendu roulement de tambour du... film d'espionnage. Absolument. Voilà. Qui n'a pas rêvé d'être un espion ? Oui, exactement. Qui n'a pas rêvé d'être James Bond ? Qui n'a pas rêvé même d'être OSS 117 ? Je ne sais pas, d'être un... Alors OSS 117, moins, mais... Peut-être dans les années 60, hein, la version française. Mais... Ah, magnifique. Oui, voilà. Du Rififi à Rio, du... Je sais plus les titres, mais il y avait des titres tellement farfelus. Enfin, on en parlera forcément, je pense, dans une autre émission, car cette fois-ci, on va vraiment revenir sur l'aspect historique et je dirais même forcément cette vocation réaliste à travers le film d'espionnage, car un bref historique pour revenir sur le film d'espionnage, situé aux lisières floues du film de genre, du film policier et même du cinéma aventure et de science-fiction, naît finalement le film d'espionnage. Et le film d'espionnage, forcément, on va piocher plus ou moins dans tous ces styles, notamment par exemple le côté thriller aussi, le côté tendu, le côté suspense, le côté action forcément, parce qu'on peut retrouver des grandes scènes d'action qui se retrouvent dans des séquences d'espionnage. On a vraisemblablement un peu de tout, en fait, dans ce style. Oui, le grand intérêt du film d'espionnage est qu'il repose fondamentalement sur un mystère. Et du coup, on peut entraîner le spectateur absolument où on veut, de la façon que l'on veut, lui montrer ce qui se passe avant, après. Ça correspond à tous les styles. Tous les réalisateurs ont quasiment touché au film d'espionnage, hein, des réalisateurs de western au plus grand du suspense. On parlera tout à l'heure de Hitchcock. Mais il est clair que le film d'espionnage, lui, correspond à toutes les époques, correspond à tous les styles, correspond à peu près à tous. C'est l'un des genres, l'un des styles les plus communs, les plus adaptables en tout cas. Exactement. Les plus tout-terrain. Exactement. Donc ça reprend vraiment en fait le style même en fait de ce qu'on va retrouver finalement au fur et à mesure dans l'histoire du cinéma. Car oui, à travers l'histoire du cinéma, le film d'espionnage en fait émerge directement avec le cinéma muet. Juste après son apparition en fait au théâtre, on avait déjà le théâtre d'espionnage qui était arrivé donc juste avant. Et le cinéma britannique va finalement en être le fer de lance, notamment avec 2 films, OHMS en 1973 et notamment et surtout je dirais même German Spy Peril en 1914. Film réalisé donc par Bert Haldane et notamment écrit par Roland Talbot donc on retrouve notamment donc J. Astin Batson dans le rôle principal où en fait donc c'est un ancien charpentier en fait qui va se retrouver en fait à espionner à travers un tunnel secret en fait et qui va finalement donc le faire tomber.
Donc ça va reprendre forcément avec le titre. Vous pouvez attendre ce quoi il explique. Donc German Spy Peril. Donc c'est en fait finalement donc l'histoire d'espionnage allemand. Car il ne faut pas oublier aussi à chaque fois dans les films d'espionnage reprendre le contexte de l'histoire, mais surtout le contexte à travers le film est sorti. Donc là, c'est en 1914. Forcément, en fait, on est carrément au tout début de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, l'espionnage s'est popularisé à partir de la Première Guerre mondiale parce que c'est devenu un élément extrêmement important de la guerre. Comme c'était une guerre de position, il fallait avoir les renseignements les plus précis possibles. C'était contrairement à une guerre de mouvement où là, effectivement, les mouvements des armées sont plus lâches, on peut se permettre beaucoup plus de techniques, de tactiques et de stratégies militaires. Là, en guerre de position, le moindre renseignement est absolument crucial. Ça a été toutes les armées, toutes les populations en ont été conscientes très rapidement et du coup, le film d'espionnage a explosé à partir de la Première Guerre mondiale. On pense notamment à l'affaire Mata Hari, de cette espionne qui a été fusillée au château de Vincennes, à côté de Paris, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Peut-être 1917 ou 18, je ne sais plus exactement, mais qui a fait grand bruit à l'époque et qui est devenu quelque part maintenant une espèce de martyr, parce qu'on ne sait pas exactement quel a été son rôle, est-ce qu'il a vraiment mérité sa mort, C'était etc. 1917, oui, effectivement. 1917, voilà. Et du coup, l'affaire Mata Hari a inspiré énormément de réalisateurs, parce qu'en plus, comme c'est une femme, ça rajoute encore plus de mystère, ça rajoute plus de tension, etc. Et du coup, ça a permis à la population à s'habituer tout de suite au concept d'espionnage. Et les films sont entrés dans cette brèche et ont permis de créer un des genres les plus prolifiques, notamment Hollywood. Ça coûte pas très cher en fait de faire un film d'espionnage. Il suffit de faire un mystère, une narration et hop. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans l'histoire de Mata Hari, c'était un peu le coupable idéal en fait dans toute cette histoire. Voilà. Donc en fait, elle était notamment accusée d'espionnage en fait pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Elle a été fusillée donc comme tu l'as dit à Vincennes en France. C'était à la base une néerlandaise. C'était une danseuse exotique, une courtisane et finalement donc considérée comme une espionne. Alors espionne, je sais plus si totalement elle avait notamment en fait relié des informations parce qu'elle s'occupait des services de renseignement, notamment elle avait rencontré le capitaine Georges Ladoux, chef des services du contre-espionnage français, ce dernier pouvant faciliter en fait l'obtention du laissez-passer pour elle, parce qu'en fait elle avait été notamment rencontré plein de monde et c'est vrai que elle a été donc disons que c'était le coupable idéal. Elle traînait dans des endroits où elle n'avait pas à traîner. Et du coup, l'armée française recherchait un coupable. C'est tombé sur cette femme. Est-ce que vraiment elle a vendu des informations ou pas? On ne sait pas vraiment. On ne le saura probablement jamais. C'est encore un débat très répandu chez les historiens. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une affaire qui a énormément marqué son temps et tout le monde aujourd'hui a au moins entendu parler du nom de Mata Hari. J'ai presque même envie de dire qu'à l'époque, c'était peut-être tiens, il y avait des fusillés pour l'exemple aussi. Oh, tiens donc. Oui, donc c'est vrai que coucou l'armée française. Oui. C'est vrai, pour revenir donc sur le film d'espionnage, en fait, le contexte paranoïaque de la littérature d'invasion et le début de la Première Guerre mondiale vont instaurer en fait finalement tout ce que va devenir le principe même de l'espionnage. Et il ne faut pas oublier que on parle d'espionnage, vous forcément pensez directement aux grandes figures de la saga, notamment James Bond ou autres, qui avaient des gadgets et compagnie. Mais il faut surtout oublier que le plus important en fait dans le film d'espionnage, c'est les renseignements, c'est-à-dire collecter le maximum d'informations de ce que l'on peut appeler l'ennemi ou potentiellement l'ennemi. D'ailleurs, un des films, juste pour faire la transition et rebondir aussi sur Mata Hari, et donc tu disais le renseignement, il y a alors pour moi, je vais tirer sur ma petite corde sensible, mais un des meilleurs films d'espionnage pour moi, qui est Dishonored, sorti en 1931 avec Marlène Dietrich, réalisé par Joseph von Sternberg. Il reprend en quelque sorte l'histoire de Mata Hari et fait de Marlène Dietrich une courtisane qui peut, pour survivre, parce qu'au début du film, en fait, c'est une crève-la-faim, prostituée. Le film commence par une femme que l'on emmène dans une ambulance parce qu'elle s'est suicidée au gaz tellement elle avait faim. En 1931, aux États-Unis, ça avait un petit peu choqué, ce genre de scène, comme on peut l'imaginer. Il ne faut pas oublier qu'en 1930, en plus, c'était encore le contexte très difficile de la crise de 1929. Absolument. Et du coup, on propose à cette femme, là pour le coup, le film est filmé du côté autrichien, et on propose à cette femme d'aller courtiser les ennemis pour soutirer des informations.
Et c'est un des films qui a été un des jalons pour l'histoire de l'espionnage, déjà parce que Marlène Dietrich rameutait les foules, on va pas se mentir, et du coup, ils ont pu créer une espèce d'archétype de qui était déjà un petit peu en vogue, mais de la femme fatale qui va vers son destin tragique tout en restant quelque part maître des hommes. Elle est toujours au-dessus des hommes qu'elle arrive toujours à manipuler, mais elle court quand même vers un destin tragique qui reste quelque part le propre du film d'espionnage, de cet engrenage inarrêtable. Voilà, c'est vrai qu'en fait, on peut souvent avoir un rapport dans certains films d'espionnage avec le film noir, c'est-à-dire le principe même de la femme fatale, mais elle a quand même un statut beaucoup plus nuancé et beaucoup plus fort que par rapport à n'importe quel autre film polar noir. Oui, et les polars noirs aussi sont, comme ils sont apparus 10 ans plus tard, on retrouvait une autre archétype de femme, mais qui est très inspiré de celui-là, de la manipulatrice, qui est extrêmement utile pour les films d'espionnage. Et il y a forcément des liens, parce qu'ils se suivent quasiment. Mais c'est à partir du début des années 40, quand les Américains se sont dit, bon, on va quand même faire des films un petit peu plus sombres, un petit peu plus noirs. Vers quoi est-ce qu'on va se tourner? Vers les archétypes qu'on retrouve notamment dans les films d'espionnage, beaucoup plus que, bien évidemment, des comédies romantiques qui pullulaient à cette époque, en bien comme en mal. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent l'espionnage reprend un contexte assez réaliste dès le départ. Et d'ailleurs, Hitchcock popularisera ultérieurement l'espionnage dans les années 30, notamment avec beaucoup de films, notamment donc L'homme qui en savait trop, sorti en 1934, Les 39 marches en 1935. On a également 4 de l'espionnage, Secret Agent en version originale, donc en 1936, et Une femme disparaît. En 1938. Alors, Une femme disparaît, c'est peut-être le plus reconnu, je pense. Donc, en fait, l'histoire, c'est quoi? Pardon, j'avais mon micro qui s'est un peu bloqué. Enfin, j'entendais plus dans les retours. En fait, dans l'histoire, donc c'est une femme qui disparaît au cours d'un voyage en Badrika. Donc, c'est un pays imaginaire. Iris, donc le personnage principal, donc s'inquiète, mais personne ne veut la croire et on tente même de la convaincre qu'elle a tout imaginé. Donc l'histoire se passe dans un train. Voilà, l'histoire se passe dans un train. En fait, la caméra ne quitte jamais le train. Et comme le train est en marche, comment une femme a pu disparaître de ce train? Voilà. C'est surtout ça l'histoire la plus importante. Mais ce que l'on peut voir aussi, surtout à travers ce film, c'est en fait une dénonciation habile de l'esprit de Munich. Il faut pas oublier le contexte 1938. La mort sans gloire du pacifiste impénitent, indiquant une condamnation évidente de ceux qui croyaient à une possible paix. Parce que là, on voit déjà la volonté politique derrière Hitchcock, derrière ce film. C'était un antinaziste convaincu, c'est normal, complètement. Et c'est vrai qu'il le démontre quasiment dans tous ses films, et cela va être encore plus après dans les années 40 quand il va partir aux États-Unis. Oui, après il va répondre à Correspondant 17, la 5e colonne, où il a prêté main forte à l'effort de guerre américain pour montrer qu'il fallait faire extrêmement attention à tout acte d'espionnage, parce qu'il faut rappeler que aussi aux États-Unis, qui avait une énorme minorité allemande, la minorité allemande aux États-Unis est la première nationalité représentée sur place. Devant les Écossais, les Gallois, les Irlandais, les Anglais, c'est les Allemands la première minorité. Du coup, le gouvernement américain en est très conscient, et se fait par tous les moyens, sans évidemment trop choquer la minorité, essaye quand même de se protéger, parce qu'il y avait quand même une très forte sympathie pro-nazi aux États-Unis. On pense notamment au fondateur Ford, le grand propriétaire de l'industrie automobile, était copain avec Hitler. Ça, faut jamais l'oublier. Ouais. Et du coup, quand les États-Unis sont entrés en guerre, il a fallu vraiment faire une espèce de nettoyage interne. C'est surtout ça, en fait. C'est aux États-Unis, il y a notamment avec l'impulsion de Roosevelt, en fait, qui va utiliser également le cinéma. Cette vision idéologique, d'ailleurs, beaucoup de cinéastes vont partir même durant la guerre, notamment John Ford. Mais pour revenir sur le film d'espionnage, donc il y a une vision très idéologique. Donc c'est la volonté de propagande face à un camp ennemi. Hitchcock donc le démontre à travers ses films, notamment 2 films, je dirais même, donc Correspondant 17. C'est l'histoire donc d'un journaliste américain envoyé en Europe et fait donc connaissance à plusieurs personnages, notamment Von Meir, homme politique hollandais, signateur d'ailleurs d'un traité d'alliance secret que les nazis veulent connaître à tout prix. Trahison, le père en fait du personnage, enfin de l'actrice principale, donc le personnage de Carole. En fait, donc son père est un ancien agent, nazi et tente en fait de tuer le journaliste, car en fait Von Meir est déjà tué en fait par ses alliés. Et Fischer meurt et notre héros en fait ayant survécu à un bombardement passe à la radio, notamment c'est ça le plus important en fait, c'est à la fin. Donc il a survécu à un bombardement allemand en Europe et donc il passe à la radio et s'élève en fait avec véhémence la barbarie nazie, appelle les USA à
à fournir des armes aux Anglais. Absolument. Voilà. Mais ça reste quand même dans un état. Enfin, on sent qu'Hitchcock aussi reste proche de son pays, l'Angleterre, qu'il Oui. veut absolument aider. Parce qu'à cette époque-là, l'Angleterre, les États-Unis n'avaient pas encore débarqué en Amérique du Nord et l'Angleterre était quasiment le seul pays du Nord avec l'URSS à l'Est à résister à l'Allemagne. Et effectivement, Hitchcock voulait absolument prêter main L'Angleterre forte. avait forcément l'avantage d'être une île et la Russie en fait avait aussi l'avantage de sacrifier pas mal de monde sur les frontières. Mais En attendant l'hiver. En attendant l'hiver. Mais c'est vrai que en fait donc du coup cette volonté idéologique va se voir encore même dans d'autres films, notamment donc la cinquième colonne. Alors je préfère largement le titre original qui s'appelle Saboteur, Oui. car en fait ça revient vraiment sur une histoire de sabotage. Donc l'histoire d'un ouvrier qui est accusé à tort d'avoir fait brûler une usine d'armement dans laquelle il travaillait. Il décide alors de rechercher le véritable saboteur. Il y a un véritable symbole dans ce film, c'est que la fin, l'affrontement final se trouve carrément au sommet de la Statue de la Liberté. Donc Oui. là, la volonté idéologique est extrêmement présente. Ah bah là, là tu peux pas faire plus clair, je crois. Mais ce que j'aime beaucoup chez Hitchcock, c'est qu'il arrive toujours à créer toujours une histoire très différente, à la mettre en scène très différemment, et pourtant en ayant toujours, en ne perdant jamais cet objectif de vue qui est la recherche de la liberté, l'antinazisme. Et tous ces films d'espionnage ont tous une patte, tous quelque chose de très différent et en même temps de très cohérent. Mon préféré, par exemple, c'est les 39 marches, qui est en fait raconte l'histoire d'un homme qui est recherché et qui emmène une femme sans trop faire exprès dans son aventure, et en fait ils se retrouvent menottés aux pieds tous les deux ensemble. Et du coup, ils doivent s'enfuir tous les deux, ils se font courser pas mal de temps dans ce film, tout en essayant justement de se détacher l'un de l'autre, parce qu'au début, ils ne s'aiment pas trop forcément. Et il y a il y a toutes les espèces de perversité d'Hitchcock très sexuelle qui se retrouvent constamment dans tous ses films. Hein. Les films d'espionnage n'y font pas, n'y font pas. Hitchcock était un pervers. Un petit peu, un tout petit peu. Et vraiment, je conseille celui-là, les 39 marches. On reparlera après peut-être de L'homme qui en savait trop, qui a eu son remake 20 ans plus tard aux États-Unis, mais dans un autre contexte, celui de la guerre froide. Oui. Et ça, on va en parler juste après notre première pause BO. Donc, la BO issue du film Le Serpent, le film d'Henri Verneuil, avec un magnifique compositeur à peine connu, on va dire ça comme ça, Ennio Morricone, Canzone Lantana.
Et voilà, donc c'était un morceau d'Ennio Morricone issu du film Le Serpent. Très bon film d'Henri Verneuil, qu'on forcément on va en parler après, parce que oui, on va donc parler d'une période charnière qui va développer à fond la paranoïa ambiante et forcément donc le film d'espionnage. Je parle bien évidemment de la guerre froide. Alors forcément après la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances émergentes, donc l'URSS et les États-Unis, qui ont une volonté idéologique complètement opposée, donc vont plus ou moins prendre part à travers le monde et notamment en Europe, et c'est vrai que forcément les tensions se créent partout. On a des références historiques absolument monstrueuses, la fameuse crise des missiles de Cuba, la guerre de Corée aussi forcément, ce qui va amener aussi également plus tard après la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam. Les deux pays ne sont jamais confrontés, mais c'est toujours en fait imbriqué par le biais d'un tiers ou d'un autre pays. Mais oui, forcément, donc le film d'espionnage possède l'intéressante particularité d'être souvent un reflet assez précis des événements politiques ou militaires et le baromètre des antagonismes idéologiques. Alors forcément, la guerre froide, c'est l'apogée du genre dans les années 60-70, notamment dans le cinéma américain, quand les craintes de la guerre froide correspondaient avec le désir des spectateurs de trouver excitation et suspense. Et là, on a toute une liste, je pense, absolument mirobolante de films qui redatent. Mais ça ne servira à rien de faire la liste. Non, mais je pense que tu as forcément des exemples très précis de ton côté, Antoine. Absolument. Oh oui, non, il y en a plein. Bon, on peut recommencer directement pour faire le lien avec tout à l'heure à L'homme qui en savait trop, qui est un autre pinacle du film d'espionnage d'Hitchcock qui termine sur ce célèbre coup où quelqu'un va être assassiné pendant une symphonie, mais qu'est-ce qui va se faire mais quel est l'élément qui va faire en sorte que ce coup de feu sera possible? On se rend compte au dernier moment, bon, c'est un fait assez connu, que quand les timbales résonnent, bah, le coup est presque aussi fort qu'un flingue, et du coup à ce moment-là on peut tirer. Et ça fait ça a popularisé aussi l'actrice et chanteuse Doris Day, qui était surtout chanteuse d'ailleurs, et a remis Hitchcock, qui avait quelques petits problèmes de box-office à l'époque, qui a pu le remettre très bien sur la voie. D'ailleurs, qui a inspiré beaucoup de films aussi qui ont joué également là-dessus. Des films qui se déroulent à l'opéra où il y a une musique, les espions qui essayent de tuer en fait à ces moments-là. Enfin, il y en a d'autres, j'en ai en tête, mais j'arrive pas à retrouver le titre du film, donc forcément. Mais il y en a tellement, parce qu'on gardera James Bond pour une émission un peu plus dédiée, parce que évidemment James Bond est le plus célèbre et le plus connu, qui conserve encore aujourd'hui pas mal d'attraits. Enfin, plus ou moins. Oui, quand même. On en reparlera. Mais sinon, à l'époque, il y en avait des dizaines tous les ans qui sortaient aux États-Unis. Il y avait leur équivalent en France, en Angleterre, en URSS, bien entendu, en Chine. C'est pile poil le film qui est calibré pour faire pression sur la population, pour la garder dans un petit état de méfiance et pouvoir derrière tranquillement faire passer sa petite politique comme on le veut, en scred. Et surtout qu'en plus, c'est généralement aussi, par exemple, tiré d'histoires vraies. Alors, on parlait d'Hitchcock, mais on va revenir là-dessus. Il y a Leto, notamment, film sorti à cette période-là, qui est tiré, en fait, de l'affaire Saphir. Donc, c'est un scandale d'espionnage français où les soviétiques ont placé des agents à tous les niveaux du renseignement militaire. Notamment, ça avait créé des tensions entre Kennedy et De Gaulle, et notamment avait bloqué rompu tout accord de renseignement entre la France et les États-Unis pendant 3 ans. Elle avait même bloqué donc l'OTAN pendant pas mal d'années. Et c'est un film assez froid et glaçant, moderne dans son refus de faire appel à des stars. Alors forcément, de notre côté, il y a des acteurs français qui jouent également dans ce film, notamment Michel Piccoli et Philippe Noiret, mais il n'y a pas d'immenses stars dans ce film. Hitchcock ne voulait pas américaine. Voilà. Hitchcock ne voulait pas de stars américaines, il voulait une vision sérieuse sur la grandeur des œuvres des services secrets qui protègent le monde. Donc il y a une vision forcément manichéenne, mais qui se sacrifie en fait. C'est surtout ça aussi la force en fait du film de Leto, c'est montrer aussi ces services secrets qui arrivent à se sacrifier sans que le grand public sache les enjeux immense derrière et qui aurait pu créer une paranoïa absolument scandaleuse. Oui, sachant que la population française était au moins pour le tiers, voire la moitié sympathisante de l'URSS. Oui. Du coup, c'était extrêmement facile d'investir à peu près tous les niveaux puisque c'était quasiment naturel pour une bonne partie de la population française.
Et ça, effectivement, on l'oublie assez souvent, cette dichotomie française dans les films d'espionnage sur qu'on a toujours ce parti pris américain, mais il faut savoir que ce n'était pas du tout une évidence à l'époque. Oui, et le contexte politique, forcément, fait surface dans ce genre de cas. D'ailleurs, a refait également surface quand Mitterrand, notamment, avait pris dans son gouvernement quelques représentants communistes. Donc, ça avait déjà recréé des regains de tension avec les Américains. Mais avec l'affaire, je ne sais plus exactement, c'est pas l'affaire Skripal, je ne sais plus exactement, mais Mitterrand a donné à Reagan des espions en fait qui étaient en France, des espions russes, pour lui montrer sa volonté que tu vois, voilà, je te donne, je suis de ton côté. On en reviendra dans la dernière partie. Il y a un film qui parle absolument de ça notamment. Donc on en reviendra juste un peu après, mais c'est vrai que on a peut-être aussi d'autres grands réalisateurs qui ont développé le film d'espionnage, car forcément c'est un sujet très intéressant et beaucoup de grands réalisateurs sont développés là-dessus, notamment Francis Ford Coppola qui a gagné la Palme d'Or en 1974 avec Conversation secrète, film avec Gene Hackman qui revient donc sur l'histoire d'Harry Cole en fait, attention, c'est une fiction, c'est pas tiré d'une histoire vraie, mais Harry Cole donc est engagé pour écouter et enregistrer les conversations d'un couple. Il découvre en fait que ceux-ci sont en danger de mort et il est alors pris dans un dilemme moral, les appeler donc ou alors laisser attendre les instructions de ses supérieurs. C'est un film sorti la même année finalement que la démission de Nixon suite à l'affaire du Watergate en 72. Tiens donc. Donc elle fait forcément référence wink wink aussi aux affaires des renseignements internes et c'est des faits techniques aussi, une implication, il n'y a aucune implication politique dans le film selon Francis Ford Coppola, mais forcément on peut faire un rattachement sur la période historique. On voit que Coppola s'est quand même surtout attaché à la psychologie du personnage. Exactement. Ça, on l'avait assez peu fait dans les films avant, de vraiment s'attarder dans la tête d'un homme qui... où sont les espions ? Oui, où sont-ils ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils ont mis des micros chez moi ? Et ça n'a jamais été fait aussi fort depuis en fait le film allemand qui se déroule à Berlin-Est avec notamment l'officier de la Stasi. La vie des autres. Voilà, c'est un film absolument formidable. Extraordinaire ce film, extraordinaire. Vraiment, on en reparlera après un petit peu. Mais ce que je trouve formidable dans Conversation secrète, c'est cette paranoïa qui s'installe de plus en plus dans le personnage qui se dit mais est-ce qu'il n'y a pas des micros dans mon mur en fait ? Et la fin du film, en fait, et la fin du film, il va carrément donc péter un câble, tout il va chercher sombrer partout. dans la folie. Il va sombrer dans la folie et c'est quoi le dénouement final ? C'est qu'il ne découvre rien. Et le pire, c'est qu'il n'est pas convaincu de découvrir rien. Oui. Et c'est ça qui est fou avec cette paranoïa et cet espionnage, c'est que par principe, on ne sait pas qui est où est qui, etc. Et du coup, on a toujours un doute. Et ce qui est fort ensuite avec le film de Coppola, c'est qu'il laisse le doute à la fin, qu'on faisait assez peu. Un film d'espionnage, normalement, ça se résolve. On peut résoudre l'affaire. Parce qu'il y a toujours un peu une enquête, il y a un meurtre, il y a une résolution. Voilà. Mais dans ce film-là, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas d'enquête. Et on reste sur cette paranoïa. C'est assez fort. Mais du coup, on peut rebondir directement sur la vie des autres qui correspond à peu près au même thème, où là, effectivement, il y a une espèce de résolution, mais qui est beaucoup plus tarabiscotée, très profonde aussi, où en fait, c'est un professeur d'espionnage, en gros, en tout cas d'interrogation, de la Stasi qui est mandaté par le gouvernement. Service de renseignement donc, de l'Allemagne de l'Est. Voilà, donc l'Allemagne communiste, pour évidemment être sûr que personne ne l'a oublié, et qui est chargé d'aller écouter un artiste qui est un petit peu qui est soupçonné de vouloir passer à l'Ouest. Et petit à petit, en écoutant cet homme, il devient un petit peu amoureux de la femme, il se prend d'amitié pour cet homme qu'il connaît par cœur parce qu'il écoute jusqu'à faire l'amour, jusqu'à toutes ses conversations les plus intimes. Et petit à petit, il découvre effectivement les secrets. Et comme il s'est pris d'amitié pour cet homme, qu'est-ce qu'il doit dire ou non ? Comment est-ce qu'il a envie de mentir ou pas à ses supérieurs ? Qu'est-ce qu'il a envie de protéger ? Et ça remet énormément en question toute son idéologie, bien entendu. Et ça, c'est une histoire assez complexe qui est magnifique, qui a un dénouement très très beau. Ouais. Et si vous ne l'avez pas vu, mais foncez les gars, foncez. Ouais, c'est l'un des meilleurs films allemands de ces 20 dernières années, facile. Facile. Il y a également donc un autre film qui joue extrêmement bien sur la paranoïa et qui va forcément aussi, mettre au pinacle l'acteur principal dans ce rôle de composition, j'ai envie de dire. Je parle bien évidemment des 3 jours du Condor de Sidney Pollack, sorti en 1975, avec l'immense Robert Redford.
Absolument. Et Là, Robert Redford, en fait, je crois, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu ce film. Il a, je crois, découvert un secret qu'il aurait pas dû découvrir. alors l'histoire, tu veux ça, l'histoire que tu veux savoir? Ouais. Alors l'histoire du film, donc c'est l'histoire de Joseph Turner, donc campé par Robert Redford, qui a le nom de code Condor. C'était en fait un agent de la CIA, enfin plus ou moins un agent de la CIA. En fait, il fait partie d'un service de renseignement qui est affilié à la CIA. Il est chargé donc de réunir en fait un maximum d'informations sur les méthodes d'information et les pratiques même de l'agence de renseignement. Sa vie va changer en fait lorsqu'il retrouve ses collègues assassinés lors du déjeuner et se lance en fait dans une course contre la montre afin de mettre à jour en fait le réseau d'espions infiltrés au sein même de l'agence. C'est ça Voilà. en fait. Voilà. Et dans l'histoire là qui est très intéressante de Sidney Pollack, c'est qu'en termes narratifs, il y a deux trames. Il y a l'intrigue sur le meurtre et l'accusation sur le héros étant le seul survivant de son équipe, donc forcément accusé de contre-espionnage. Absolument. Là, si vous cherchez un film avec du suspense, thriller, tout ça, mais Il est vous extrêmement serez... bien mené. Ah, vous serez aux anges, très clairement. Celui-là, il est au top. Et Robert Redford est extraordinaire dedans. Et la réalisation de Sidney Pollack est complètement folle. Je parlais de grands réalisateurs, donc forcément. Forcément. Et celui-là, ouais, il est à voir, il est très beau. Il a beaucoup marqué. Hein. On a essayé d'en refaire beaucoup après. C'est devenu une espèce de trope cinématographique. Mais fait à ce niveau-là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc pour plus ou moins terminer sur cette première partie, on parle souvent du cinéma américain, on aurait pu parler également du cinéma russe, mais on n'est pas assez calé là-dessus sur le cinéma soviétique durant la guerre froide et l'espionnage. Je ne sais même pas s'il y en avait vraiment là-dessus. Ils en faisaient quelques-uns, mais c'était beaucoup plus tarabiscoté, parce qu'il ne faut pas dire à la population qu'il peut y avoir des espions chez eux. En URSS, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas d'espions. Mais du coup, ils préféraient faire des comédies romantiques qui rimaient à rien. Et il y avait toujours en fait ce principe même d'idéologie derrière quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on va autant faire des films d'espionnage sérieux, notamment il y avait Les Espions de Clouseau, ou encore La guerre est finie d'Alain Resnais. Mais on va également s'orienter sur les comédies. Alors il y a également donc Les Barbouzes de Lautner ou encore la série du Grand Blond d'Yves Robert. Mais oui, alors on va dire il y a quand même le cas Henri Verneuil. Henri Verneuil, lui finalement est peut-être le plus américain des réalisateurs français. Donc lui il va vraiment garder en principal lieu l'enjeu idéologique, notamment ce que l'on peut revoir dans Le Serpent, film sorti en 73. Est-ce que tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est un très bon film. Je vous le conseille véritablement. Je vais pas en revenir là-dessus, mais il y a longtemps, parce que finalement, ça sert vraiment à rien de revenir sur cette intrigue. Je préfère vraiment laisser aux auditeurs et aux spectateurs de voir ce film. En revanche, je peux rebondir un tout petit peu sur Les Barbouzes, qui est un des célèbres films de papa, un peu en noir et blanc début 60 ou du Georges Lautner pur et dur. Du Georges Lautner pur et dur, où là souvent les espions sont, je crois, chinois. Il y a des espions chinois dans le tas, et c'est un petit peu du racisme à la française, tranquillement. C'est du film à la française, alors ça bouffe, on est dans une espèce d'hôtel, alors ils passent leur temps à bouffer, à se tirer dans les pattes, à faire des blagues un peu racistes. C'est vraiment de la vieille France qui pue le camembert. Surtout qu'on retrouve notamment Lino Ventura, René Clément. Enfin, il y a tout Après, le monde, oui, c'est avec tout le monde. Il y a Blier aussi. Il y a toute la bande des acteurs français des années 60. Ah oui, là, les Barbouzes, en fait, il a été tourné juste avant, je crois, le célèbre Les Tontons Flingueurs. Oui, juste avant. Juste avant Les Tontons Flingueurs. Et il a quand même... Si vous trouvez que Les Tontons Flingueurs est gras, laissez-moi vous dire qu'il est subtil à côté des Barbouzes. Oui, non, ça c'est clair. Les Barbouzes, donc... il est sorti, oui, donc en 64. Mais c'est vrai qu'en France, on a surtout eu du succès avec les comédies. On parle du Grand Blond qui a popularisé l'acteur Pierre Richard. Exactement. Où il y a toujours une histoire d'espionnage. Je crois que c'est plutôt de l'espionnage industriel. Alors, plus que politique. Oui, enfin, il y a quand même un côté un peu politique derrière, et puis en fait, c'est le principe même du personnage typique de Pierre Richard, donc c'est-à-dire le bonnet en fait qui arrive de nulle part sans vraiment y faire attention, devient en fait l'élément principal de l'intrigue. Et parce que nous parlons de l'homme le plus malchanceux du monde. Voilà, se retrouve tarabiscoté alors que c'est l'homme le plus gaffeur dans ce contexte-là. Gaston Lagaffe est chanceux à côté. Voilà. Totalement. Et pour continuer un petit peu, à la fin des années 70, en France, on a quand même eu un film qui a eu beaucoup d'importance avec Yves Montand, qui est I comme Icare.
qui raconte en fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant l'élection, mais on suppose qu'il y a eu une espèce de fraude et qu'il y a quelque chose derrière cette élection. Et du coup, un juge, donc, c'est une sorte de pays imaginaire, on ne sait pas, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis. Et Yves Montand est un juge d'instruction qui est chargé d'enquêter sur mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pourquoi est-ce que, je crois que je ne sais plus si c'est un candidat qui a été assassiné ou si on a eu des preuves que l'élection a été truquée, mais il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est la mort la suite de la mort du président d'État, en fait. Voilà. Donc, en fait, il y a toute une histoire, et notamment l'un des procureurs, en fait, refuse les conclusions de l'enquête principale. C'est ça. Donc, sur le décès du président. Donc, il parvient à interroger, en fait, un témoin qui lui dévoile, en fait, la part d'ombre d'une histoire, mais en fait, les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu'il découvre la véritable. Bien sûr, parce que évidemment, le complot remonte aux plus hautes instances de l'État. Voilà. Et c'est un film intéressant parce qu'il a aussi participé à populariser l'expérience de Milgram. On se souvient à peu près de l'expérience de Milgram. On demande à une personne un peu au hasard si la personne en face de vous répond mal, donnez-lui une petite décharge électrique. Et plus elle répond mal, plus la décharge électrique est grande jusqu'à, au final, créer la mort de la personne. Alors évidemment, l'expérience a toujours été faite avec des acteurs, sauf celui qui est censé donner la mort, qui ne sait rien. Et on se rend compte que en manipulant cette personne-là, même si elle n'en a pas envie, elle peut être capable de donner la mort. La manipulation du cerveau peut aller jusque-là. Même si on ne s'en rend pas compte, on peut tous être amenés à cette extrémité-là, à donner la mort sans vraiment le vouloir, parce qu'on se décharge de toute responsabilité. C'est ça. Et ce film a popularisé donc, cette expérience de Milgram et montre très bien que jusqu'aux plus hautes instances de l'État, et moi, on peut tous être quelque part complices d'une dictature sans vraiment le vouloir. Oui, et puis comme je l'ai dit juste avant avec Le Serpent, Henri Verneuil, qui est également le réalisateur donc, du film Icône Icare, est un réalisateur très intéressant. Il a fait a fait des très très grands films, notamment donc Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, La 25e heure, La bataille de Saint-Sébastien, Le clan des Siciliens, Le Serpent, voilà. Je vais pas tout signaler tout ce qu'il a fait. Non, on parle d'un grand bonhomme du cinéma. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et on en parlera peut-être même un peu la prochaine fois. Mais on va faire une petite pause BO. Donc, Les 3 jours du Condor, le thème du film composé par David Grezin.
Et voilà, donc c'est le thème de David Gruzin pour les 3 jours du Condor. Un excellent film et une excellente BO. Oh, tellement 70s. Ouais, tellement 70s. Et c'est vrai qu'après les 70s, on a la politique d'apaisement en fait entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc du coup, le cinéma notamment américain va se calmer là-dessus. Ouais, et c'est vrai pas là qu'on on a en les parle. James Bond Voilà. dont on se souvient le plus. On a Non, ceux des Roger non, Moore. parce qu'après il y a Star Wars, hein, il y a Moonraker. Non, mais c'est surtout qu'après, le retour de Reagan sur le devant de la scène va provoquer non pas un regain de l'espionnage idéologique, mais vraiment du actionneur pur et dur, Ah oui, décérébré. c'est la grande époque des Schwarzy et Stallone. Et surtout, en fait, c'est la méfiance en fait de la bureaucratie. Donc forcément, les renseignements sont un peu visés là-dessus. Bien sûr. Et effectivement, l'espionnage, du coup, se fait de l'homme seul américain moyen Voilà. contre le gouvernement. Et du coup, l'espionnage se fait plus intranational, Oui. intraterritorial Oui, voilà, plutôt c'est que international. Exactement. C'est le retour de l'homme, le vrai. Voilà. Pas l'homme en col blanc. Mais pour terminer notre première émission donc sur le film d'espionnage, on va vraiment revenir aussi sur l'archétype de ce que l'on peut retrouver facilement dans le film d'espionnage. Alors, il y a toujours les séquences que l'on peut facilement reconnaître, notamment les séquences de filature. Donc, par exemple, on a toujours le personnage dans la voiture en train de suivre un autre. On a également le fameux retournement de situation, comme je l'ai expliqué par exemple dans le film de Hitchcock. Le Conversation 17, si je dis pas de bêtises. Non, pardon, Conversation secrète. Non, je me confonds. Correspondant 17, notamment donc le retournement de situation où le père en fait de Carole est en fait un agent nazi. Donc enfin voilà, il y a beaucoup d'exemples là-dessus où les retournements de situation, Même par exemple, Marvel s'est même amusé à foutre ça dans Captain America Winter Soldier en instaurant Robert Redford aussi, comme par hasard. Comme par hasard, ouais. La fameuse découverte en fait comme quoi en fait le Shield est infiltré par la Hydra, donc cette ancienne organisation pro-nazie que l'on retrouvait dans le premier Captain America. Ce qui était effectivement assez malin de la part de Marvel de complètement retourner ces films de super-héros en un film d'espionnage. Ouais. Pour moi c'était le plus intéressant dans les Captain America. En reparlant, c'est vrai que ça fait du bien de voir ça autrement. Même si sur place il m'avait pas trop plu. Non, il faut reconnaître que la réalisation des frères Russo. Mais bref. Voilà, c'est un peu ça aussi, je pense. Mais c'est vrai parce que c'est quand même celui qui a eu le plus de succès de l'histoire du cinéma en film d'espionnage. Ouais. Il faut pas l'oublier. Ouais. Et c'est vrai qu'ils arrivent à reprendre un petit peu tous les archétypes. Donc le Bucky qui a été retourné, donc qui n'est pas mort, qui a été retourné par les Russes. On a aussi Captain America en fait qui est considéré comme un traître finalement, donc il doit se justifier en fait de pas être un traître, donc de sauver. Le héros qui est censé être celui qui apporte la lumière, et qui est en fait le traître à abattre. Voilà, oui, donc le personnage de Robert Redford, Captain America donc qui est défié, donc qui doit prouver son innocence. Donc on a un peu de tout en fait dans ce film-là. Même si c'est foutraque, mais généralement en fait aussi le film d'espionnage, il est toujours accompagné en fait de ce qu'on peut appeler un MacGuffin. Donc cet objet demeurant généralement mystérieux au cours de la diégèse, désolé, j'ai un peu la bouche pâteuse. Finalement, c'est un peu l'héritage aussi de Hitchcock, qui jouait également un peu là-dessus. Qui a quasiment inventé le terme de MacGuffin, qui a, je crois, inventé le terme. Il a inventé le terme de MacGuffin. Qui, par exemple, on se souvient dans La mort aux trousses, où James Mason joue le méchant et qui est absolument à la recherche de microfilm, et il pense que Kaplan, joué par Cary Grant, possède ce microfilm. Grâce à un hasard qui est absolument génial dans l'histoire du cinéma, où au moment où ils appellent donc l'espion Kaplan, Cary Grant se retourne et appelle un serveur pour aller téléphoner, et du coup les communistes, les ennemis joués par James Mason pensent que c'est lui Kaplan. Du coup, c'est celui qui répond et qui se dirige vers le téléphone au moment où il l'appelle, ce doit être lui. Évidemment, ce pauvre vieux Cary Grant n'a strictement rien fait, mais se retrouve entraîné dans cette histoire, et petit à petit, il en viendra à quelque part la résoudre. Et cette histoire, c'est retrouver des microfilms qui sont vendus dans une petite statuette qu'on ne voit strictement jamais. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces microfilms, on s'en fout royalement. Et beaucoup de films jouent là-dessus. Et pourtant, c'est celui qui lance toute la narration. Voilà, beaucoup de films jouent là-dessus. Par exemple, c'est même l'enjeu dans certains. Dans Jason Bourne, je crois dans aussi. Jason Bourne aussi. Ils doivent tuer quelqu'un ou être à la recherche de quelque chose. Au final, on ne sait pas ce que c'est et on s'en fout. On veut juste savoir comment est-ce qu'il va retrouver la mémoire. Ou alors cet objet en fait est tellement convoité qu'en fait c'est le principe même de l'arrêter. Par exemple, dans une autre saga connue, James Bond, il y a GoldenEye aussi,
Qu'est-ce Oui. que le GoldenEye? En fait, le GoldenEye, c'est le nouveau dispositif qui avait été voulu lancer par l'URSS mourante, en fait, qui va être repris plus tard par des anciens, notamment l'ancien Nami et qui devient antagoniste de James Bond, l'ancien agent 006. Absolument. Et encore pour rebondir là-dessus une dernière fois, dans l'autre saga extrêmement connue avec Tom Cruise, dans l'émission Impossible, Oui, il y a dans le 3 un MacGuffin où on doit retrouver une espèce de petite de seringue ou de petite ampoule ou de petit truc, une espèce de bombe qui est toute petite. c'est ça. On s'en fout pendant tout le film. Ouais. C'est juste une sorte de petit objet à rattraper. Mais disons que ça lance l'action, ça la fait rebondir tout le temps. C'est extrêmement pratique narrativement. Et disons que c'est un des éléments du film d'espionnage les plus repris depuis le début de l'invention du film d'espionnage. Totalement, totalement. Et c'est vrai que tu rebondis sur la narration parce que c'est dans l'archétype même du film d'espionnage, la narration est toujours reliée aux enjeux politiques historiques, généralement, donc des histoires vraies. Comme je l'ai dit avant, donc on avait parlé notamment donc du film de Verneuil, Le Serpent, qui reprenait donc Leto, qui reprenait donc l'affaire de l'affaire Saphir. On a des films de tous horizons, et c'est ça qui est intéressant. Je pense prendre des exemples d'un peu partout, notamment pour moi un des meilleurs films de 2018, Spy Gone North de Young Jun-bin, qui reprend en fait l'affaire Black Venus, tirée d'une histoire vraie, celle d'un espion sud-coréen chargé d'infiltrer le Nord et ses possibles installations nucléaires. Donc là, le MacGuffin, c'est les installations nucléaires, et pareil, le MacGuffin, on le voit pas dans le film. Et pareil, les rapports entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se font par une état de tension maximale dans les deux pays, que ce soit en Corée du Sud, qui est beaucoup plus ouvert évidemment que la Corée du Nord, mais il y a un état de tension énorme constamment dans les pays, parce qu'il y a des espions partout dans les deux camps. Tout le monde le sait, il faut les trouver. Notamment, il y a une partie du film qui se déroule à Shanghai, et Shanghai était un peu considéré comme le Berlin de l'espionnage en Asie. C'est-à-dire, en fait, c'est l'endroit où il y a quasiment tous les espions des pays environnants. Bah oui, c'est un pays qui est ouvert aux quatre vents parce que pour sa politique économique internationale. Et du coup, la Corée du Nord en profite parce que c'est les seuls quasiment à avoir. La Chine est les seuls à avoir. Voilà. Il y avait deux zones en Chine, c'était Shanghai et Hong Kong. Hong Kong appartenait encore aux Britanniques. Voilà. Et du coup, la Corée du Nord ne supporte en gros qu'un seul pays, la Chine. Bon, un petit peu en ce moment la Russie, mais c'est une autre histoire. Et évidemment, la Corée du Sud avait, économiquement parlant, d'énormes relations avec la Chine. Et du coup, c'est une plaque tournante, Shanghai. Et toujours une plaque tournante d'ailleurs, y compris avec le Japon. Exactement. Et la Corée du Nord et le Japon qui ont énormément de liens entre eux. Toujours aujourd'hui, il y a eu des films d'ailleurs faits dessus, sur des rapports entre les espions nord-coréens au Japon. Et d'ailleurs, faut pas oublier une histoire vraie qui a un rapport avec le cinéma. Je me permets cette parenthèse, parce que le père de l'actuel président nord-coréen, qui se nommait Kim Jong-il, était un énorme fan de cinéma et allait capturer des jeunes japonaises et des jeunes japonais pour les forcer à venir en Corée du Nord et les faire jouer dans ses films à lui. Oui. Ce qui est absolument immonde parce il avait même emprisonné un réalisateur japonais pour réaliser ses films. Voilà, pour réaliser ses films. Et on en a des histoires mais tragiques, immondes de jeunes écolières japonaises, une de 13 ans qui a été capturée, qu'on n'a jamais retrouvée, qui est maintenant, on ne sait pas trop, mais probablement morte en Corée du Nord, et qui a été juste forcée à devenir coréenne et jouer dans des films le rôle de la japonaise. Enfin, c'est des histoires sordides, absolument immondes, parce que le président nord-coréen voulait impérativement tourner ses petits films chez lui. C'était un gros fan de cinéma. Voilà. Mais pour revenir sur Spy Gone North, en plus d'ailleurs, le titre référence fait donc référence à L'espion qui venait du froid, livre de John le Carré, qui a également été adapté au cinéma. Donc, vous voyez. On aura l'occasion de reparler des adaptations littéraires de livres d'espionnage en cinéma. Un petit peu plus. Mais pour revenir un peu plus sur les histoires, par exemple, on parlait également donc du rapprochement en fait entre Mitterrand et l'Amérique, aussi pour apaiser, parce qu'il avait donc eu des dirigeants communistes dans son gouvernement. Mitterrand voulait absolument dire aux États-Unis, vous inquiétez pas, on est de votre côté, on va pas se tourner vers l'URSS. Et il avait donc vendu en fait quelques agents infiltrés, enfin quelques agents doubles, et notamment ce qui relate un peu cette histoire-là, c'est l'affaire Farwell, donc avec Emir Kusturica et Guillaume Canet, qui l'affaire donc du même nom, dans laquelle l'espion en fait soviétique Vladimir Vetrov fut agent double au bénéfice de la DST, c'est le renseignement français. Voilà. On a beaucoup d'autres exemples qui reviennent sur ce genre d'histoire. On a notamment peut-être un de mes films préférés de Spielberg, Munich, événement donc qui revient après les attentats de
Munich, où le Mossad monte une équipe pour tuer 11 hommes responsables de cette fameuse affaire, l'affaire du groupe Septembre Noir. Voilà, de Septembre Noir, qui, rappelons-le, est en fait un commando palestinien, enfin en tout cas terroriste pro-palestinien, qui sont allés aux Jeux Olympiques de Munich. Aux Jeux Olympiques de Munich. En 1972. Et en fait, ils ont abattu plusieurs athlètes israéliens. Donc, tout ça, évidemment, a été enregistré en direct par toutes les télévisions. Ça a été un scandale médiatique gigantesque. Et évidemment, Israël ne pouvait pas rester comme ça. Il a décidé de monter une équipe pour se venger méthodiquement de tous ceux qui ont organisé ces attentats. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce film de Spielberg, c'est que le côté politique, il va montrer en fait surtout, cette résignation en fait des deux camps. C'est-à-dire que en fait, il va pas prendre le parti d'un côté ou de l'autre, il va pas le justifier. Il y a par exemple, le personnage de Golda Meir est quand même un personnage très calculateur qu'on voit à travers tout le film. Elle l'était un tout petit peu d'ailleurs. Au moins, il l'a bien retranscrit. Et c'est vrai qu'il avait été reproché notamment pour certains qu'il avait un côté pro-palestinien, d'autres qu'il avait un côté pro-israélien, parce qu'en fait, c'était un côté, par exemple... non, en fait, Spielberg, il a essayé d'avoir le côté le plus neutre possible en fait, à travers ce film. Il avait un côté un peu humain, parce que à chaque fois qu'il se passe un meurtre ou quelque chose, il te montre toujours les dommages collatéraux que ça provoque. Notamment cette scène assez terrible où en fait il y a la mort de l'espionne incarnée par Marie-Josée Croze qui se déroule aux Pays-Bas, qui est absolument terrible, terrifiant, et notamment donc le personnage d'Eric Bana qui en fait le personnage est nu, donc en fait quand ils vont découvrir le cadavre, les autres en fait ils cachent en fait un peu ses parties intimes et je crois que c'est le personnage d'Eric Bana ou de Daniel Craig qui fait non. Puis il redévoile le corps en fait. Oui. Je trouve ça assez terrible. Et quand il l'assassine, elle sait qu'elle va mourir. Ils prennent un peu leur temps et elle essaye de s'enfuir. Elle sait pas trop quoi faire. C'est inéluctable. C'est une des plus belles scènes. Une des scènes les plus fortes tournées par Spielberg. C'est un film d'espionnage que je trouve absolument extraordinaire parce qu'il montre à quel point la vengeance engendre la violence. Voilà. Par exemple, la fin est absolument incroyable avec le plan sur les Twin Towers en arrière-plan. Le personnage avec le décalage entre l'espoir personnel du héros et finalement l'entêtement politique a refusé le compromis, et ce compromis en fait, refus du compromis, on le voit avec l'arrière-plan et qui garde toujours un symbole que je trouve très très fort, c'est qu'à la fin il dit à l'autre allons rompre le pain, qui est évidemment un symbole très religieux, rompre le pain, donc faire la paix, et qui reste très très quotidien, simplement partager ce qu'il y a de plus banal, du pain, tout ça pour résoudre une des affaires d'espionnage les plus sordides et j'ai l'impression qu'en fait deux réalisateurs ont seulement réussi à utiliser à quel point cette idée de fin de compromis va être mise en place avec notamment les Twin Towers. Je pense donc forcément à Munich, mais je pense également à Gangs of New York. La fin est également là-dessus. Je trouve ça extraordinaire. Gangs of New York, oui, c'est possible. Oui, totalement. Et pour terminer un dernier exemple, Le Pont des Espions aussi, qui est basé donc sur l'épisode historique de l'échange de Francis Gary Powers et avec l'espion soviétique William Fisher, qui se déroule durant la guerre froide à Berlin-Est, parce que Berlin-Est, c'était le nid des espions absolus de l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que Berlin était divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait une enclave américaine, française et britannique qui était dans Berlin, qui était une enclave en elle-même, qui était dans l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de l'Allemagne de l'Ouest, qui était par l'avion. Voilà. Il fallait passer le mur, etc. On connaît un petit peu toutes ces histoires. Et c'était effectivement, c'était l'orgie c'était la Babylone, la Babylone des espions, Berlin, pendant extrêmement longtemps. Mais après, ça s'est un petit peu calmé après la guerre froide, mais maintenant on a quand même toujours, même quelque part de plus en plus de films d'espionnage qui reviennent sur la guerre froide et qui aussi font, disons que maintenant le cinéma est un petit peu, c'est pas. Alors, il faut toujours revenir et penser qu'un film qui va revenir sur une période historique de la guerre froide, peut-être même ou une autre période historique, a toujours quand même le contexte et l'idée même que ça reprend aussi un parallèle avec le contexte actuel. Il n'y a pas de film d'espionnage sans référence au monde moderne. Voilà, c'est ça. À l'époque où le film est tourné. C'est exactement ça. Pas d'espionnage sans contexte. C'est exactement ça. Et donc on va terminer avec cette magnifique phrase que tu viens de sortir, Antoine, je la trouve absolument parfaite. Et on reviendra donc la semaine prochaine sur notre suite, donc pour le site, pour le film d'espionnage, avec un magnifique morceau que je trouve absolument extraordinaire de Spy Gone North, parce que j'aime bien le cinéma sud-coréen et j'aime bien en rajouter. Donc salut Antoine, salut Lucas à la régie, et donc à la semaine prochaine.